Qui ne rêverait pas de descendre de la vieille noblesse, d'écrivains célèbres ou de reines puissantes? Pas dans le but de toucher un bel héritage, non? Juste pour faire partie d'une longue lignée légendaire. Certains États-nations, eux aussi, ont glorifié leur histoire. Au XIXe siècle, la fièvre de la celtomanie s'empare de la France, tandis qu'un sombre pathos germanique s'impose en Allemagne. Dans ces deux pays, les prétendus parentés avec des figures mythiques n'avaient qu'un seul et même objectif: renforcer le sentiment d'appartenance nationale. Jusqu'à aujourd'hui, beaucoup d'hypothèses sur nos origines ont été avancées. Mais de qui descendons-nous vraiment? L'histoire de l'humanité se serait-elle déroulée autrement que ce que nous avons appris à l'école? Et si les gènes de nos aïeux nous dévoilaient un tout autre tableau, une histoire que nous ne soupçonnions absolument pas? Pourrait-il nous aider à savoir qui nous sommes vraiment? Commençons par faire un saut dans l'histoire de notre propre famille. Il y a d'abord nos parents, nos grands-parents et nos arrière-grands-parents. Mais c'est quand on s'intéresse aux générations bien antérieures que cela se corse. D'où venaient donc nos ancêtres? La question d'où venons-nous, c'est évidemment une question scientifique, mais avant tout c'est une question métaphysique. Et c'est une question que tous les hommes se posent. Alors dans les sociétés occidentales, ça a été longtemps un mythe d'origine d'essence religieuse. Et ces récits ont déclenché des guerres de religion. Ceux qui estimaient posséder l'origine la plus noble se sentaient supérieurs aux autres et pouvaient alors facilement les soumettre, les convertir ou les réduire en esclavage. L'histoire qui retrace nos origines est loin d'être sans conséquences. Elle influence notre présent et notre avenir. Mais comment savoir où se cache la vérité? Après tout, nous ne pouvons pas interroger nos ancêtres. Du moins, c'était encore récemment impossible, jusqu'à ce que nous parvenions à déchiffrer ce que nos aïeux ont laissé derrière eux. Les informations sur nos origines sont stockées dans nos gènes. Notre génome est une sorte de manuel d'instruction qui renferme toutes les caractéristiques de notre être. Ok. Il faut faire preuve d'un peu de fantaisie, mais imaginons que ces légumes représentent un génome humain. Et je vais maintenant le découper. Notre ADN est tout simplement une longue chaîne de molécules appelées nucléotides. Et il en existe 4 types différents, les A, les C, les G et les T. Plus de 3 milliards de ces nucléotides, enroulés dans nos chromosomes, constituent notre patrimoine génétique. Notre génome ne contient pas seulement des informations sur nous, mais aussi sur nos ancêtres, tout simplement parce qu'ils nous les ont transmises. Notre patrimoine génétique provient à la fois de l'ovule de notre mère et du spermatozoïde de notre père, de la même manière que le leur est issu de leurs parents. Nous portons en nous à la fois les gènes de nos parents, de nos grands-parents et de leurs aïeux. Notre génome peut nous fournir une mine d'informations aussi bien sur le passé que sur le présent. Notre génome est la somme de nos ancêtres, puisqu'une part de leur patrimoine génétique subsiste en nous. Et à l'inverse, nous pouvons identifier nos ancêtres si nous retrouvons nos gènes dans leurs os. C'est fou que ces vieux ossements abritent encore de l'ADN. L'ADN est une molécule très stable, capable de résister à plusieurs millénaires. Et nous pouvons en prélever sur de vieux os et le déchiffrer à l'aide de séquenceurs. Le décryptage de l'ADN de nos ancêtres est une technique révolutionnaire. Qu'on ait affaire à des néandertaliens ou à nos propres aïeux. Ça nous permet de savoir comment ils se sont répandus dans le monde entier et adaptés au fil des siècles. On est ainsi capable de reconstituer l'histoire de l'humanité des 50 000 dernières années simplement à partir de vieux os. Les restes de nos ancêtres ont commencé à nous dévoiler leur histoire, et donc aussi la nôtre. Va-t-il falloir tout réécrire? Une question qui a longtemps été difficile à résoudre, c'est la question de la diversité des hommes actuels.
Donc pourquoi les hommes qui vivent sur les différents continents sont un petit peu différents. Et donc bien avant qu'on s'intéresse à ça d'un point de vue scientifique, il y avait déjà un débat, on peut remonter facilement au XVIIIe siècle et même avant, entre ce qu'on appelait les monogénistes et les polygénistes. Selon nos manuels scolaires, c'est ici, en Afrique, le fameux berceau de l'humanité, que vivaient nos plus anciens ancêtres. Mais que s'est-il passé ensuite ? Il y a environ 2 millions d'années, on commence à trouver en dehors d'Afrique des représentants de l'espèce Homo erectus, donc qui colonisent l'Eurasie qu'on trouve dans différentes régions de l'Ancien Monde. C'est à ce moment-là que se développent de nouvelles espèces d'hominidés, telles que l'homme de Pékin en Asie, l'homme de Flores en Indonésie, l'homme de Néandertal en Europe et l'homme de Denisova également en Asie. Les deux modèles qui se sont opposés pour expliquer l'origine de la diversité actuelle sont d'un côté une évolution locale de ces formes qui auraient donné, entre guillemets, les races actuelles. Selon le modèle dit d'origine multirégionale, les individus vivant sur différents continents auraient pour ancêtres divers groupes d'hominidés. Mais qu'en est-il de l'autre modèle ? L'autre modèle qui était discuté en parallèle, c'était l'idée que l'Homo erectus avait évolué pour donner notre espèce, Homo sapiens, en Afrique, et que c'est cet Homo sapiens qui, lors d'une nouvelle sortie d'Afrique, était venu remplacer toutes ces formes archaïques dans différentes régions du monde. Du point de vue européen, il s'agit là d'une première question clé pour déchiffrer notre identité. Soit nous appartenons tous à une même grande famille, soit nous nous sommes déjà éloignés il y a des centaines de milliers d'années. Alors les monogénistes, c'était des gens qui étaient attachés au dogme biblique. Et donc pour eux, il n'y avait pas de débat, puisque l'origine de tous les hommes actuels, c'était Adam et Ève. Donc, face à eux, il y avait des gens qui étaient des polygénistes et qui expliquaient que, dans le fond, s'il y avait, entre guillemets, des races différentes, c'est parce que ces races avaient des origines différentes. L'archéogénétique permet de savoir qui est apparenté à qui, en comparant des milliers de génomes de personnes vivantes ou décédées depuis longtemps partout dans le monde. De nombreux chapitres de notre manuel d'instruction sont identiques, car nous sommes toutes et tous des êtres humains dotés de caractéristiques propres à notre espèce. Nous avons 2 bras, 2 jambes et pas de nageoires puisque nous ne sommes pas des poissons. Mais ce qui intéresse surtout les généticiens, c'est ce qui nous différencie. Si l'on mettait côte à côte les génomes de 2 personnes, nucléotide par nucléotide, on ne constaterait pas que des similitudes. Certaines personnes se distinguent à plusieurs endroits de leur génome. Ici, par exemple, l'une peut avoir un C, tandis que l'autre aura un T. S'il ne s'agit que d'une variation, on appelle ça un polymorphisme nucléotidique, ou SNP. C'est cette variation qui fait que 2 personnes sont différentes. Ce qui est intéressant, c'est que si on observe des groupes de personnes qui se ressemblent et qui viennent d'un lieu géographique similaire, on se rend compte qu'ils partagent des SNP presque identiques. On peut donc classer les individus selon leur SNP. Si on fait une analogie avec des légumes, il faut s'imaginer les choses ainsi. En Afrique, on a 4 ou 5 grandes marmites remplies de soupe dans lesquelles l'ADN, symbolisé par les légumes, est mélangé. D'après nos analyses, qu'il s'agisse d'un ADN actuel ou ancien, la diversité génétique, à savoir les légumes que l'on trouve hors de l'Afrique, est issue de la grande marmite qui se trouve en Afrique de l'Est. Si les humains étaient apparus en parallèle sur Terre, on aurait une marmite différente sur chaque continent. Mais on a pu démontrer que les humains vivant hors du continent africain étaient issus de la marmite d'Afrique de l'Est. Tous les habitants de la planète sont génétiquement identiques à 99,9%. Les seuls détails qui les différencient prouvent que tous les humains, qu'ils soient en Europe, en Russie, en Amérique, en Australie ou en Chine, sont issus d'une seule et même marmite. Cela signifie aussi que la notion de race, qui différencie Africains, Européens et Asiatiques, et qui découle de l'hypothèse multirégionale selon laquelle différentes espèces humaines sont apparues sur les continents, n'a absolument aucun sens. L'hypothèse de l'origine africaine de l'humanité est largement approuvée par la communauté scientifique. Elle constitue la base de toutes les pièces du puzzle de notre proto-histoire. D'anciennes découvertes au Proche-Orient ont révélé que l'Homo sapiens n'a jamais cessé de migrer vers l'Europe.
À partir de, disons, 50 000 ans, c'est un autre processus qui se produit, qui va pousser des groupes qui vivent au Proche-Orient à se déplacer dans les moyennes latitudes de l'Eurasie, vers l'Asie centrale, vers l'Europe. C'est donc en tant que migrant que l'Homo sapiens, l'homme moderne, arrive en Europe, où l'homme de Néandertal vivait déjà depuis plus de 300 000 ans. Les premières analyses ADN réalisées dans les années 1990 semblent réfuter tout lien de parenté entre eux. Il ne s'agissait toutefois que d'un fragment d'ADN. En 2010, on a obtenu des données pangénomiques, c'est-à-dire qu'on a déchiffré pour la première fois le génome de l'homme de Néandertal. Et ce qui est passionnant, c'est qu'on a découvert qu'il y avait quand même 2% d'hommes de Néandertal en nous. C'est très peu, mais ces 2% se retrouvent chez tous les êtres humains hors du continent africain. Néandertal, mon amour. Pourtant, ne nous a-t-on pas enseigné que l'Homo sapiens a rapidement supplanté l'homme de Néandertal parce qu'il était plus intelligent, plus résistant et plus civilisé ? Il faut bien comprendre que ça n'est pas une vague irrésistible de peuplement, ce sont des petits groupes de quelques centaines de personnes qui s'installent alors en Europe, un peu à la périphérie du monde des hommes de Néandertal. Pendant longtemps, l'Homo sapiens s'est rendu par vagues successives en Europe, une zone glaciale à l'époque, sans s'y implanter pour de bon. L'évolution des hominines, c'est surtout une grande histoire d'extinction. C'est une grande histoire d'échec de tas de groupes qui finalement ne prospèrent pas, finissent par s'éteindre, sont remplacés par d'autres. L'homme de Néandertal s'est éteint il y a environ 39 000 ans, tandis que l'homme moderne a survécu. Mais qu'est-ce qui les différenciait véritablement ? On sait qu'à l'échelle de l'Europe, il y a une coexistence de plusieurs milliers d'années entre des Néandertaliens et des sapiens. Ça veut dire que, d'abord, la différence, elle n'était pas absolument énorme, mais il se trouve que les sapiens avaient, alors on peut dire, un meilleur succès reproductif. Ils ont fini par avoir plus d'enfants qui survivaient mieux. Et puis, ils avaient probablement aussi une meilleure capacité de s'adapter dans des milieux difficiles ou des milieux qui changeaient. La thèse selon laquelle l'Homo sapiens était supérieur à l'homme de Néandertal est aussi fausse que celle qui affirme que nous avons supplanté ce dernier. Bien au contraire, nous avons même hérité de ses gènes et de certaines de ses facultés. L'une d'entre elles est notre capacité à distinguer le goût amer des végétaux, voire à reconnaître différents types d'amertume, ce qui a probablement constitué un avantage en termes d'évolution, car les humains étaient capables d'identifier des plantes vénéneuses à leur goût plus amer. Certains de nos gènes sont liés à notre immunité. Ils constituaient sûrement un avantage face aux agents pathogènes qui existaient en Europe, où l'homme de Néandertal a vécu avant nous. Les Européens d'aujourd'hui seraient donc les descendants de ces survivants ? Dans ce cas, nos ancêtres et nous devrions avoir des modèles génétiques très similaires. Quand on remonte le temps, ce n'est pas ce qu'on constate. Nous avons au contraire identifié des signatures génétiques très différentes. Et cela a été très instructif lorsque nous avons découvert d'où étaient issus ces modèles. Attendez une minute. Les Européens sont pourtant génétiquement identiques à 99,9%. On peut donc lire comment la population européenne s'est jadis transformée à partir des 4 millions de différences restantes dans le génome ? Si on repense à notre marmite, c'est comme si on puisait une louche de soupe dans une génération et qu'on la transmettait à la suivante et qu'on répétait cela de génération en génération. Du coup, la composition de la soupe évolue, avec plus ou moins de petits pois ou de céleri. Les génomes des populations européennes des 10 000 dernières années ne sont donc pas une mixture homogène, mais présentent des différences très instructives. On a constaté que la soupe s'était tout à coup modifiée, en raison de l'ajout d'un nouvel élément, d'une louche issue d'une autre marmite. En d'autres termes, de nouvelles populations se sont ajoutées. L'archéogénétique rend visibles les bouleversements survenus il y a bien longtemps
et nous fournit des informations d'une précision incroyable sur la manière dont les humains sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui. Dans le génome des humains actuels en Europe, on retrouve les traces de 3 types d'origine. Il s'agit donc de 3 soupes différentes, qui en se mélangeant, ont donné naissance à celles que nous retrouvons dans le génome actuel des Européens. La première marmite contient les gènes des chasseurs-cueilleurs, qui ont vécu en Europe pendant plusieurs dizaines de milliers d'années à l'époque glaciaire. Les hommes préhistoriques, que nous nous imaginons généralement comme ceux-ci, ne sont donc pas nos seuls ancêtres. Et au fait, qu'est-ce qui nous prouve qu'ils avaient la peau blanche ? Lors d'une vaste étude, on a extrait et séquencé l'ADN d'un individu très particulier et emblématique de la Grande-Bretagne, appelé Cheddarman. Il a été découvert dans une grotte du Somerset il y a presque 100 ans. Et il est connu pour être le squelette le plus ancien et le plus complet jamais trouvé en Grande-Bretagne. C'était un chasseur-cueilleur qui vivait dans le pays il y a environ 10 000 ans. Bien après que Cheddarman a rejoint sa dernière demeure ici, au Musée d'Histoire naturelle de Londres, son ADN a dévoilé des secrets qui ont totalement bouleversé nos connaissances sur nos ancêtres. La tête de Cheddarman a été reconstituée en parallèle du séquençage de son ADN. Les artistes qui l'ont façonné nous ont demandé si on pouvait leur fournir des informations sur son apparence. On leur a répondu qu'on pouvait au moins vérifier sa couleur de peau. Mais je tiens à souligner que la pigmentation est une propriété extrêmement compliquée à déterminer. Plus de 30 éléments de notre génome jouent un rôle dans la pigmentation de la peau, et certains pèsent plus que d'autres. Leur interaction ne peut être calculée que de manière statistique. Le résultat obtenu est transposé sur la classification de Fitzpatrick, qui répertorie les différentes couleurs de peau. Nous avons analysé l'ADN de Cheddarman à l'aide d'outils modernes et les données que ceux-ci ont générées indiquaient qu'il se trouvait dans la catégorie des hominidés à la peau foncée, voire noire. Et ce n'est pas tout. Cheddarman avait également les yeux bleus. Il ne correspondait donc absolument pas à l'image que nous avions des chasseurs-cueilleurs de l'âge de glace. Les idées que nous nous faisons de nos ancêtres et de notre passé sont donc peut-être erronées. Une découverte qui ne semble pas plaire à tout le monde. Si je m'attendais à de telles réactions, oh que non! Disons que l'étude en question a fait plus de bruit et suscité plus d'émotions que prévu. Ça en a contrarié certains, mais la plupart ont surtout été très surpris. C'est sûrement dû au fait qu'ils ont considéré cela depuis un point de vue moderne. Ils se représentaient la Grande-Bretagne comme une île, alors que durant le Mésolithique, cela n'était pas le cas. À cette époque, la Grande-Bretagne était reliée au continent européen via une vaste bande de terre appelée Doggerland. Et on ne peut pas vraiment dire non plus que Cheddarman a été le premier Britannique. Les premiers véritables habitants de ce qui est aujourd'hui la Grande-Bretagne avaient disparu il y a 25 000 ans, soit à l'apogée de la dernière période glaciaire, comme presque tous les humains d'Europe. D'après ce que nous savons, il n'y a qu'une seule zone où des humains ont survécu à cette époque. C'était dans la péninsule ibérique, en Espagne et au Portugal, et sur une partie des côtes méditerranéennes et atlantiques de la France. Ces humains se sont à nouveau répandus dans toute l'Europe après la fin de la période glaciaire. Grâce à Cheddarman et à d'autres découvertes datant de l'âge de pierre, nous en savons un peu plus sur ces chasseurs-cueilleurs, dont nous portons encore en nous quelques traces génétiques. Ce que la découverte de Cheddarman nous a appris, c'est que notre représentation de nos origines est en fait loin de la réalité. Les personnes qui vivent aujourd'hui dans une région donnée ne sont pas nécessairement les descendants de celles dont les restes ont été retrouvés au même endroit. Il y a 8000 ans, un grand changement s'est opéré. L'agriculture s'est développée et on s'est longtemps demandé si cette pratique était une évolution culturelle. Les humains en ont peut-être eu assez de la chasse et de la cueillette et ont commencé à construire des maisons et à élever des animaux. Ou alors, certains groupes d'hominidés sont arrivés et ont introduit l'agriculture. En d'autres termes, une partie d'entre nous n'est peut-être pas originaire d'ici et a migré vers l'Europe en apportant avec elle une pratique qui a fait notre succès. En Anatolie, ainsi que dans toute la région du Croissant fertile,
on a retrouvé des traces vieilles de plus de 10 000 ans qui prouvent que les populations cultivaient des céréales et élevaient des animaux. Elles ont construit des habitations au lieu de se déplacer avec des tentes, ce qui leur permettait de nourrir un plus grand nombre d'enfants. Cette révolution néolithique a été la clé de notre réussite, y compris en Europe. Nos génomes du passé ont montré que ce n'étaient pas seulement des idées et de la culture qui se sont répandues, mais surtout des humains. Les premiers agriculteurs d'Europe centrale ou de l'Est sont génétiquement originaires d'Anatolie à presque 100%. Ce sont des immigrants qui ont apporté l'agriculture depuis leur région natale. Les agriculteurs néolithiques colonisent peu à peu l'Europe. Ils parviennent à s'implanter dans les îles méditerranéennes et jusqu'à l'actuelle Grande-Bretagne. Ils constituent bientôt la majeure partie du pool génétique européen. Les anciens habitants du vieux continent se retirent quant à eux dans les moyennes montagnes. Cela signifie que les chasseurs-cueilleurs ont coexisté avec eux, mais de moins en moins. Et on perd leurs traces il y a 5000 ans, du moins en Europe centrale. Pour se faire une idée de l'apparence des humains dont la signature génétique a dominé l'Europe pendant des millénaires, on peut prendre comme exemple Ötzi, le fameux homme des glaces qui y vivait il y a plus de 5300 ans. Les paysans anatoliens avaient entre-temps colonisé les Alpes. Des études récentes ont révélé qu'Ötzi avait lui aussi une peau plus foncée qu'on ne le pensait, mais tout de même plus claire que celle de Cheddarman. Et cela pourrait avoir un lien avec son alimentation. Les humains ont besoin de vitamine D pour leurs os et pour leurs muscles. On peut également synthétiser de la vitamine D grâce à certains aliments qu'on ingère, comme de la viande rouge, du poisson gras tel que le saumon, mais aussi du foie et même des champignons. Le régime alimentaire des chasseurs-cueilleurs était riche en la matière. Lorsque les agriculteurs de l'âge de pierre se sont mis à consommer des céréales, ils ont absorbé moins de vitamine D via leur alimentation. Leur corps devait alors en produire davantage grâce à la lumière du soleil. Et cela est d'autant plus facile quand on a la peau claire. C'est donc cette transition entre le chasseur-cueilleur et l'agriculteur qui a modifié l'alimentation des humains et qui a fait en sorte que les individus à la peau claire soient avantagés génétiquement. Tout ce qui est utile se transmet de génération en génération. On peut donc supposer que les Européens d'aujourd'hui constituent un mélange de chasseurs-cueilleurs qui vivaient ici il y a environ 10 000 ans et aussi d'agriculteurs venus d'Anatolie. Mais il manque encore une troisième composante. La recherche de cette troisième population relève d'un vrai travail de détective. De qui peut-il s'agir? Et surtout, d'où peut-elle bien venir? Lorsqu'on a obtenu les premières données génomiques des Européens d'aujourd'hui, on a découvert que celles-ci étaient plus proches des indigènes d'Amérique du Nord et du Sud que des peuples d'Asie de l'Est. Et de prime abord, ce n'était absolument pas logique. Car en théorie, le continent américain a été peuplé il y a environ 13 000 ans via le détroit de Bering entre la Sibérie et l'Alaska. Une nouvelle découverte en 2013 nous a permis d'analyser un génome de Sibérie qui constituait une passerelle génétique entre l'Europe et les Amériques du Nord et du Sud. Les personnes possédant cette signature génétique ont migré à la fois sur le continent américain et européen. Mais lorsqu'on a analysé les génomes des premiers agriculteurs et des chasseurs-cueilleurs, on a constaté que cela ne pouvait pas être eux. Une population fantôme venue de l'Est? À qui avons-nous donc affaire? Et quand on a analysé des génomes datant d'environ 5000 ans, c'est là qu'on a constaté un changement. C'est à ce moment-là que des individus ont migré. Les Yamnaya étaient des bergers durant l'âge de bronze. Il s'agissait de nomades ou semi-nomades originaires de la steppe pontique, entre la mer Caspienne et la mer Noire. Les Yamnaya sont la troisième population autochtone d'Europe, dont nous n'aurions jamais entendu parler sans l'aide de l'archéogénétique.
et qui a pourtant, génétiquement parlant, bouleversé la population européenne. Cela représente une arrivée de 70% de nouveaux gènes sur le vieux continent. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est comme si 1 milliard de migrants venaient s'implanter aujourd'hui en Europe. C'est donc un événement historique. Les personnes qui ont migré vers une Europe alors quasi déserte ont été qualifiées de guerriers des steppes, des guerriers un peu plus civilisés. Les Yamnaya ont été présentés comme des Germains primitifs, voire comme des soi-disant Aryens. Certains les ont vus comme un peuple primitif supérieur. Mais que savons-nous d'eux au juste? Ce n'étaient pas des guerriers à cheval. C'étaient des bergers. Il s'agissait plutôt d'éleveurs nomades et non pas de cow-boys ou de hordes d'individus envahissant et exterminant la population locale. Cela ne semble en tout cas pas avoir été le cas. C'est à peu près à la même époque que la peste serait apparue pour la première fois en Europe. C'est elle qui aurait décimé les populations locales. Mais aucune trace de ce type d'épidémie n'a été retrouvée. Nos gènes nous montrent certes que quelque chose de grave s'est produit il y a environ 5000 ans, mais il est impossible de savoir quoi exactement. Pour l'heure, il est difficile de fournir une explication claire et même un généticien n'en serait pas capable. On peut seulement décrire ce que l'on voit sans pouvoir l'expliquer. Cette tâche revient aux archéologues, qui après avoir rassemblé tous les éléments, pourront tirer la conclusion la plus probable. Notre proto-histoire recèle donc encore de nombreux mystères. Néanmoins, grâce à l'archéogénétique, nous en savons un peu plus sur nous-mêmes. Nous portons en nous quelques traces de l'homme de Néandertal et un peu plus de chasseurs-cueilleurs. Sans oublier les signatures génétiques typiques des peuples des steppes ayant migré vers l'Europe. Et pour couronner le tout, une grande partie de nos gènes proviennent d'agriculteurs anatoliens. Mais à quoi vont nous servir toutes ces informations ? Certaines personnes établissent rapidement des liens entre nos origines et les mythes fondateurs de certaines nations, majoritairement imposés au XIXe siècle, pour façonner l'identité de certains groupes. Il s'agit là d'un terrain glissant. Mieux vaut donc faire attention aux formulations qu'on utilise. Revenons aux Allemands avec leurs Germains et aux Français avec leurs Celtes. Si l'ascendance de peuples aux caractéristiques particulières est censée renforcer le sentiment d'appartenance nationale, qu'en est-il réellement ? Rien dans nos gènes n'indique une quelconque stabilité génétique chez une population en particulier et sur une longue période. Ce que nous voyons, ce sont des changements. Il est donc difficile d'associer des populations dotées de leur propre culture à un territoire ancestral en particulier. C'est un peu comme si on prenait des photos de linge tournant dans une machine à laver. En d'autres termes, ce qui est vrai à un moment donné peut s'avérer très différent l'instant d'après. On peut tout à fait déconstruire ces idées d'unité culturelle et génétique. Et il est absolument impossible de relier certains mythes fondateurs à des nations en se basant sur la génétique. L'idée d'un peuple allemand ou français originel est donc inconcevable. Ce que la paléogénétique nous a dévoilé, c'est plutôt une histoire européenne dotée de nombreux éléments qui nous unissent plus qu'ils nous divisent. Aucune nation n'a une histoire continue, mais a plutôt fait l'objet d'une série incessante de changements. C'est peut-être d'ailleurs ça le message de nos ancêtres littéralement ancrés dans nos gènes.